il faut taxer. Il faut taxer pour financer la nationalisation, la réindustrialisation de notre pays. Voilà ce qu'il faut faire. Et pour cela, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues. C'est dans l'épargne des Français. C'est dans les... Voilà. Chers amis, et oui, c'est la grande prêtresse verte de la fiscalité qui veut ratisser vos bas de laine. Mais moi, elle me fait flipper, cette dame. Je l'ai découverte, franchement. Elle est super. Comme ça, c'est formidable, non? Il faut taxer. Productive. Eh oui. Qu'est-ce que c'est la fortune improductive, Olivier? Allez. Je sais pas bien. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur les successions, c'est de l'argent qui a déjà subi l'impôt maintes et maintes fois. Et donc, ce que vous pouvez laisser à vos enfants est taxé, et en France, 46% en ligne directe, je vous rappelle. Alors que dans les autres pays, même de l'Union européenne, d'ailleurs, l'Italie c'est 4% maximum, le Portugal c'est beaucoup moins, en Suisse où je suis, il n'y a pas d'impôt sur les successions. Enfin bon, il y a beaucoup de pays dans lesquels ça n'existe pas. Et là aujourd'hui, on veut taxer les successions. La seule chose, c'est que si vous voulez, moi j'aimerais bien qu'un jour en France, au lieu de régler tous les problèmes avec une taxe supplémentaire et un impôt supplémentaire et en piquant l'argent des gens qui ont réussi et qui ont fait du fric, on se pose la question inverse, c'est-à-dire comment on peut dépenser moins. Et à ce moment-là, vous verrez que ça va ruisseler, même sur les petits. Mais le problème, c'est que c'est jamais ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une idéologie, je dirais, gauchisante, qui part du principe qu'il faut aller chercher l'argent chez des gens qui ont bossé pour l'avoir. Alors, oui, c'est extrême ce que gagne peut-être M. Bernard Arnault, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas enfin raisonner correctement ? C'est-à-dire sans dire, de toute façon, l'argent, il suffit d'aller le chercher chez les gens qui bossent pour aller le donner à ceux qui foutent rien. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Donc, un jour, prenons problème à l'envers et arrêtons de stigmatiser. Alors, je vous promets, je ne connais pas Bernard Arnault, c'est pas un ami, etc. Surtout que c'est lui qui a mis en place quand même Monsieur Macron. Il avait l'air de l'oublier récemment, mais c'est quand même lui qui a financé et qui l'a mis en place. Donc, j'ai pas un amour particulier pour Bernard Arnault. Mais ce qui est vrai pour Bernard Arnault, c'est vrai aussi pour tout un tas de gens qui ont monté des entreprises, qui ne sont pas Bernard Arnault, qui ne sont pas milliardaires, qui ont gagné très honnêtement leur vie, et qui eux aussi vont voir disparaître ce qu'ils ont mis de côté, qui a été largement imposé, qui a servi largement pendant des années à financer toute cette racaille qu'il y a à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qui aimerait bien pouvoir transmettre quelque chose. Il y a l'assurance vie, parce que l'assurance vie, en termes d'impôts sur les résultats, sur les revenus et sur les plus-values, on est quasiment à la flat tax, donc il n'y a pas grand-chose à prendre. Mais en revanche, il y a ce fameux abattement de 152 000 € où on retire en fait l'assurance vie de la succession générale, et donc ça c'est inadmissible, donc il faut le taxer, et comme ça on récupérera de l'argent. C'est ce qui est en train d'arriver. Alors après, vous avez une surenchère, mais comme à chaque fois, c'est-à-dire que vous avez une surenchère, vous en avez un qui doit être désigné dans un petit cabinet restreint où on dit vas-y, va balancer ta connerie, donc elle arrive et elle dit c'est 100% sur les héritages. Bon. 100% sur les héritages, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de droit de propriété en France. C'est ça que ça veut dire. Tout appartient à l'État et on vous met à disposition pendant un moment quelques miettes pour que vous puissiez vivre ou survivre, en tout cas, pendant la durée de votre existence physique. Et puis, derrière, vous verrez que on va vous coller une taxe à 80%, et là, vous direz ouf qu'on s'est fait peur.
finalement, c'est pas plus mal. Ils nous laissent 20%. C'est quand même sympa. Voilà. Et donc, ils ont toujours agi comme ça. Donc, il faut s'y attendre. À chaque fois, ils tapent fort. Et puis, ils reculent un peu. Mais vous inquiétez pas, les 100% arriveront d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. Exactement comme sur toutes les mesures qu'ils prennent, qui sont en fait des patchs sur des jambes de bois, puisqu'on ne règle jamais le problème. Hein. On joue au bonneteau avec la dette, on joue au bonneteau avec les... Et en fait, finalement, ce qui doit arriver arrive, c'est-à-dire que tous les 2 ans, le problème se repose, les retraites, tous les 2 ans, le problème se repose. On finira peut-être à 75 ans avec 0 pension et beaucoup de cotisations. Voilà. Et c'est que aujourd'hui, pour produire 1 euro de PIB, donc de chiffre d'affaires, si vous voulez, eh bien, il faut mettre 4, 5, 6 euros en face de dette. Ouais. Alors, moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il y a, soi-disant, un effet multiplicateur. Moi, je dirais plutôt un effet massue, aujourd'hui, qui est que vous avez systématiquement une dette qui croît beaucoup plus vite que la croissance. Et donc, eh bien, on se retrouve dans la situation actuelle où, tout d'un coup, les gens s'aperçoivent qu'il y a une dette. Parce qu'elle n'était pas là hier. Il faut le savoir. Ouais. Là, tout d'un coup, ils ont ouvert les yeux, ils se sont dit « Ah, mais mon Dieu, il y a une dette !» Alors moi, pendant des années, j'ai prévenu sur la dette en disant « Les gars, il n'y a pas de point de non-retour. Là, on a dépassé le point de non-retour sur la dette. On va en prendre plein la figure. » On m'expliquait que c'était pas grave. De toute façon, il fallait la rayer. Alors, il y a des grands économistes qui sont les spécialistes de cette dette qu'on efface, comme ça, du jour au lendemain. On l'a fait pour certains pays. Oui, on l'a fait pour certains pays, mais ça a coûté cher, hein, derrière. Et donc voilà, enfin, cette dette, elle est dans vos assurances-vie, elle est dans tous vos produits bancaires. Si vous voulez l'effacer, il n'y a pas de problème, hein. On se retrouve tous avec 0 sur le compte en banque. Faut le savoir, hein. Donc voilà, c'est pas aussi facile que ça. On peut pas l'effacer comme ça. Et puis en plus, c'est le vrai moteur aujourd'hui de l'économie. C'est-à-dire que on a remplacé l'énergie, etc., par de la dette. Donc on vous met 5, 10, 15, 20 sur la table pour essayer péniblement d'avoir un semblant de croissance, parce qu'en fait c'est une croissance totalement illusoire. Et puis tout d'un coup, on fait mine de se réveiller et de s'apercevoir qu'il y a une horrible dette et que il va falloir prendre toute l'épargne des ménages pour la payer. Oui, mais il y a beaucoup d'épargne, justement. La France n'a jamais autant épargné. Si on écoutait certains experts, les Français sont des écureuils qui planquent leurs noisettes. Et c'est pour ça qu'ils n'achètent plus rien dans les supermarchés, d'ailleurs, parce qu'ils planquent leurs noisettes et qu'il y a trop d'économies en France. Alors, heureusement qu'on va aller voler l'économie des Français pour financer l'industrie de la guerre. Mais sans ça, qu'est-ce qu'on ferait de toutes ces économies ? Ah ben c'est justement le problème. Mais c'est pourquoi est-ce que Madame Lagarde, alors elle a repoussé son projet, mais pourquoi est-ce que Madame Lagarde vous parlait sans arrêt ces derniers temps de l'euro numérique ? Oui. Parce que justement, l'euro numérique, c'est une monnaie qui est programmable, même si elle dit le contraire. C'est une monnaie qui est programmable et il y a eu un essai en Chine. Alors, me demandez pas la date, c'était il y a quelques années. 2-3 ans peut-être. Il y a eu un essai qui a été fait sur une monnaie qui avait une date de péremption. Ouais. Super, ça. Fongible, ouais. Donc, vous avez 5 000 balles sur votre compte. Ces 5 000 balles, vous devez les dépenser dans un délai de, je sais pas, 6 mois. Ouais. Ça veut dire que vous ne pouvez plus épargner. Donc, si vous ne pouvez plus épargner, vous ne pouvez plus rien acheter. Hein, ni appartement, ni voiture, ni quoi que ce soit. Et donc, mécaniquement, quelqu'un de 75 ans ne dépense pas comme quelqu'un de 45. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus de dépendants par rapport aux actifs. Et moi, je pose la question, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est bientôt. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on a plus de dépendants que d'actifs? On fait quoi?
On n'est pas loin de ce jour-là. Là. Mais on y est quasiment. Ça s'appelle, c'est les Hunger Games. Après, on en verra, je sais pas, des enfants de certaines régions se tuer dans. Et le problème, c'est que vous pouvez jouer à ce qu'ils font en ce moment, c'est-à-dire repousser l'âge de la retraite, diminuer les pensions, augmenter les cotisations. Mais dans 2 ans, vous referez exactement la même chose, et puis dans 2 ans, encore la même chose, parce que mécaniquement, ça ne passe pas. Donc, soit on repart d'une feuille blanche et on refait quelque chose en essayant de faire quelque chose qui tienne, mais là, aujourd'hui, vous ne pourrez pas équilibrer l'équation. Point. Alors attends, tu dis qu'on ne peut pas équilibrer l'équation, mais il n'y a pas une solution, des solutions, parce que là, le constat... Si, mais il y a des solutions. Il y a des endroits... On attend des solutions. Il y a des endroits où ça marche. Vous prenez la Suisse, il y a en fait une base qui est le premier pilier, qui est une base commune, qui ressemble à notre retraite par répartition. Et puis, vous avez en fait une capitalisation avec les entreprises qui abondent, etc. Et puis un 3e pilier qui est libre. Et ça fonctionne, ça marche. Voilà. Sauf que le problème, c'est que ce système-là, il est là depuis déjà un moment, et que nous, on n'a toujours rien fait parce qu'on est incapable d'avoir une idée. Quand on a des gens qui sont comme Bruno Le Maire, il ne faut pas lui demander à un moment d'avoir une idée. Ces idées, elles sont sur la table depuis longtemps. Parce que... Bruno Le Maire qui est en Suisse, mais je prends Édouard Philippe, à peine arrivé à Matignon, il sort son rapport sur la France 2030 avec Jean-François Cirelli, patron de BlackRock Europe. Il y avait ça là-dedans, justement, pour dire on va demander au fond d'abonder et de faire en sorte qu'on ait une retraite privée en France. C'est pas nouveau, cette idée. Qu'est-ce qui fait que ça bloque en France ? Mais parce qu'on veut pas. Mais pourquoi on veut pas ? Parce qu'on veut pas, parce que je pense que ils se disent que ça passera pas, parce qu'il y a un moment, quand vous changez de système, il y a un moment où il y a des gens qui sont lésés, forcément. Bah de toute façon, là, des gens sont lésés. Oui, mais comme ils ont envie quand même d'être réélus, il y en a aucun qui a du courage. Ouais. Il y en a aucun qui a du courage, et puis c'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile de modifier 1 ou 2 paramètres plutôt que d'aller s'emmerder à essayer de recréer quelque chose d'intelligent que non, bien sûr que non. Pourtant, Olivier nous avait dit, regarde, il y a 2 ans, qu'il fallait absolument faire la réforme des retraites pour économiser 12 milliards parce que ça allait nous sauver la vie. 49.3, 49.3. On repasse et à ce moment-là, j'avais fait un édito en disant vous verrez que dans 2 ans, on va en reparler. Et puis là, ils reviennent dessus. Suspension, c'est formidable. Les mecs sont géniaux quand même. C'est évident. Mais tu peux pas. Enfin, cette équation ne peut pas s'équilibrer. Cette équation, elle a été mise en place. On avait entre 6 et 7% de croissance en France. D'accord ? On avait un taux de natalité qui était largement au-dessus de 10. On avait 4 actifs pour indépendants. Voilà, point. Ah, donc, à quel moment ? Attends, parce que le truc qui est dingue, c'est que tu regardes la France des années des 30 Glorieuses. D'où venait l'argent ? On a pu faire des autoroutes, le TGV, le Concorde, le nucléaire. D'où venait l'argent ? L'argent, là, tu pouvais l'emprunter. Là, tu pouvais l'emprunter, mais tu l'empruntais pour faire des investissements. Tu l'empruntais pas pour faire vivre l'État. Si tu fais vivre l'État avec ce que tu empruntes, je te dis, l'année suivante, tu es obligé d'en emprunter encore un peu plus parce que, t'as rien fait à un moment qui te permette de faire rentrer de l'argent. Mais les centrales nucléaires, elles nous faisaient rentrer de l'argent. Oui. D'accord ? Et en plus, elle permettait à des entreprises... Je donne un indice. Est-ce que l'Union européenne n'est pas un peu responsable de ce merdier ? Oui, mais bien sûr. Mais enfin, bon, et voilà. Tu m'amènes intelligemment sur mon sujet préféré. C'est juste un indice. On va avoir Nathalie Loiseau sur le paletot, force avait été bêtise. Moi, tu vas voir, elle va arriver. Tu vas voir, c'est top. C'est une évidence. Oh là L'Europe... D'abord, tu avais l'Allemagne qui n'appréciait pas énormément l'avantage compétitif qui était donné par nos centrales nucléaires, donc qui a tout fait pour le casser. En plus, ils ont quand même toute une bande de pastèques vertes à l'extérieur, rouges à l'intérieur, qui ont lutté bec et ongle pour supprimer le nucléaire, alors que c'est l'énergie la plus propre et aussi la plus
la moins chère. Et donc, tu remarqueras qu'on a tous abandonné nos programmes nucléaires. Alors là, il y a Manu qui essaie de remettre ça en place. Mais enfin bon, en attendant, on a perdu le savoir-faire tous les